Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés qui arrivent en 2023 sur Twitch suite à une lettre ouverte de Twitch eux-mêmes. C'est juste après ça. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Benoît. Salut Benoît. Salut Anto. Ça va? Bien, et Bon. toi? Très bien, écoute, je suis très chaud aujourd'hui, beaucoup d'actu. Ce que je disais un petit peu en préambule avant de lancer ce live. Donc du coup, je vous partage rapidement mon écran. Aujourd'hui, on va parler effectivement de Twitch. Twitch qui a annoncé les nouveautés de 2023 dans une espèce de lettre ouverte qui a été faite par le directeur produit et directeur de la monétisation. Donc vous allez voir beaucoup de choses. On va faire tout un dossier là-dessus. Ensuite, on enchaînera sur un dossier un petit peu épineux, le dossier du low code, no code, qui aujourd'hui est grandissant, fait partie vraiment du quotidien des gens issus de la filière tech et je dirais numérique, voilà. Mais la question toujours qui se pose, est-ce que ça viendrait combler la pénurie de développeurs? Est-ce qu'au contraire ça viendrait challenger les développeurs? Donc on parlera de ça. Et ensuite quelques petites... Vaste sujet, ouais. Et ensuite quelques petites actus aussi un peu plus rapides. Ça c'est vraiment les deux dossiers sur lesquels on va se pencher le plus, je dirais. On a une actualité Mastodon. Et il s'avère que donc, comme vous le savez, Twitter a fermé en fait l'API, leur API aux applications tierces. Et donc il y a quelques initiatives qui arrive un peu en réponse à tout ça, on regardera ça ensemble. Ensuite, on a un dossier aussi sur la pub en ligne et le gouvernement américain qui s'attaque directement à Google. Vous allez voir, c'est un dossier qui est assez chaud. Et puis, je vous partagerai deux petites ressources en conclusion qui sera plus pour vous, voilà, des ressources que j'ai trouvées très cool et qui seront, je pense, importantes à mettre de côté dans vos favoris. Alors, les amis, on va déjà commencer avec ce premier article. Alors Benoît, je te propose rapidement, je vais peut-être relire et puis on se rejoint juste après. Donc, alors ce qui est très bizarre, c'est que j'ai perdu toutes mes notes, je viens de voir, c'est très chiant. Bon, c'est pas grave. Donc on va lire rapidement un peu tout ce qui concerne ce billet-là. Donc j'ai vu passer ça, c'était hier, je crois, hier en fin de journée. Je crois que pourtant j'avais pris toutes mes notes. Bon, c'est pas grave, écoutez, je vais faire à peu près de mémoire. Donc grosso modo, Twitch qui annonce toutes les nouveautés, on va dire, de 2023, tout ce qui va popper. Donc moi il y en a plusieurs que j'ai retenus, que je trouvais plutôt cool. On va commencer. Donc bon, il commence l'article avec un bilan de 2022, mais ça à la limite on peut passer. Donc cap sur 2023, notre objectif principal en 2023, c'est la croissance de Twitch en termes d'audience comme de revenus. Au cours du premier semestre, nous lancerons les produits et outils qui vous permettront de gagner plus facilement de l'argent sans nuire à votre développement, et nous améliorerons une grande partie de notre produit existant afin qu'il puisse davantage servir la croissance. Donc qu'est-ce qu'il y a comme chose qui devrait changer? Donc ils ont conçu ce qu'ils appellent des soundbites, qui sont en fait des alertes sonores qui seraient à destination de l'audience et donc qui seraient faits de manière monétisée, c'est-à-dire que, alors si j'ai bien compris, là c'est très compliqué parce que du coup j'ai perdu toutes mes notes, mais je vais essayer de faire de mémoire. En gros, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils vont mettre en place donc des systèmes d'alerte sonore, puisque jusqu'à présent en fait tout ce qui est alerte, en fait ça doit être fait par des logiciels tierces, en fait c'est fait plutôt de l'extérieur, et donc en fait là ils ont préparé, je dirais de façon en interne, quoi, de façon native, et ça se ferait via monétisation. Donc je pense qu'en gros c'est disons que vous suivez un streamer ou une streameuse et vous allez en fait pouvoir bénéficier d'alertes sur tel ou tel événement lié à ce streamer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu comme autre fonctionnalité qui pouvait être intéressante? Il y a une partie sur... alors, je vais essayer de la retrouver. Voilà, sur la publicité. Donc, tout ce qui est gestion de pub va être grandement amélioré. Donc, je ne vais pas nécessairement lire parce que je ne retrouverai pas les passages, mais de mémoire, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils vont permettre notamment une meilleure gestion publicitaire, puisque jusqu'à présent, quand vous êtes streamer ou streameuse, vous pouvez en fait avoir un contrôle sur certaines publicités que vous lancez, mais il y a des pubs sur lesquelles vous ne pouvez pas trop avoir le contrôle. Et surtout, ce qu'il y a de pénible, c'est que vous ne pouvez pas savoir en fait à quel moment en fait la publicité est lancée. Donc là, ils vont rajouter, on va dire, un peu plus d'informations sur ça, savoir à quel moment,
peut-être un système de timer ou autre pour prévenir un peu l'audience et voilà, essayer de faire quelque chose d'un peu plus cool que purement une rupture nette, quoi. Hello Etidou qui est dans le chat, coucou à toi, et Isun, je passe rapidement pour vous faire un petit coucou, avec plaisir, très content que tu passes, en tout cas c'est très sympa. Comme autre nouveauté, il y a aussi des nouveautés en relation avec Guestar. Alors Guestar, c'est ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet en fait avec Benoît de faire, en fait, c'est ce qui me permet à moi d'héberger Benoît en fait et d'avoir récupérer sa caméra, etc. C'est ce qu'on utilise aussi typiquement pour les interviews. Jusqu'à présent, il fallait absolument passer par un logiciel tierce, et là aujourd'hui, ils ont mis en place quelque chose de natif. Et donc ils ont prévu une meilleure prise en charge des navigateurs, Firefox, Edge, Safari, mais surtout des systèmes d'outils audio pour gérer de façon plus précise. Donc voilà, couper les sons, si vous voulez couper par exemple le micro de vos invités, désactiver l'anti-écho, etc., etc. Donc tout un tas de petites features qui viendront améliorer l'expérience Guestar de façon assez importante. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, alors sur Guestar aussi toujours, ils vont vachement plus pousser le truc, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, typiquement, si vous voulez streamer en commun avec d'autres streamers, et par exemple, voilà, parler d'un sujet et on va dire croiser votre communauté avec la communauté de notre streamer ou d'une autre streameuse, le seul moyen que vous avez de le faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le squad. Le squad, l'idée c'est que vous pouvez en fait sur une page avoir votre stream, le stream de la personne avec qui vous streamez et un chat commun. Sauf que ça, c'est accessible uniquement si vous êtes partenaire. Et partenaire, ça nécessite des critères qui sont assez élevés, c'est-à-dire au moins 70 viewers de moyenne, plus un certain nombre d'heures, etc. C'est quand même, voilà, c'est pas la majorité des gens qui le sont en tout cas. Donc de ce côté-ci, ils vont apparemment travailler un petit peu au niveau Guestar, et donc c'est ce qu'ils disent. Grâce à la technologie de Guestar, nous allons pouvoir tester des expériences de streaming véritablement multi-chaîne. Donc voilà, ils vont pousser vachement plus là-dessus. Donc moi je m'attends à ce que ce soit un croisement, on va dire, entre Guestar et le système de squad qui existe depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je suis désolé, je pique un peu comme ça en lisant vite fait et en faisant un peu de mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, des outils aussi concernant la promotion. Donc en fait, en gros, ils vont vous permettre également d'avoir un éditeur un petit peu plus complet, on va dire, sur la partie, vous savez, quand vous avez besoin de communiquer sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter ou autre. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on appelle des clips, dès à présent d'ailleurs, hein, si jamais vous regardez votre fenêtre, selon si vous êtes sur mobile ou ordi, c'est un peu différent, mais grosso modo, vous avez la possibilité de clipper, c'est-à-dire de prendre en fait une petite partie, un petit bout de stream, et ça c'est téléchargeable, et comme ça on peut poster ces clips sur les réseaux sociaux. Et donc à ce niveau là ils vont vachement plus pousser et faire un outil beaucoup plus complet, on va dire, pour pouvoir assez facilement communiquer sur les autres réseaux. Et ils ont parlé également, je sais plus exactement où c'est, je pense que je vous partagerai l'article, il est assez complet, comme ça vous pourrez le lire tranquillement, mais ils parlent en gros d'une collaboration notamment avec Twitter pour pouvoir intégrer de façon beaucoup plus simple et voilà, avoir une meilleure expérience d'intégration entre les clips Twitch et Twitter. Donc ça c'est aussi un sujet qui est plutôt cool. Après, de mémoire, ils ont parlé aussi des événements, donc tout ce qui est événements en fait physique, ils en organisent pas mal et ils voient que ça marche bien, donc ils vont essayer d'en développer de façon locale un petit peu plus. Voilà, et après qu'est-ce que j'avais vu d'autre, voilà, pas mal aussi de travail sur la recommandation, parce qu'aujourd'hui vous savez Twitch c'est quand même un réseau qui est un peu moins pensé, on va dire, pour la découvrabilité. C'est pas comme YouTube où il y a des algos qui tournent pour pousser en fait des chaînes ou autres. Là vraiment ils vont essayer de travailler là-dessus. Ils ont mis en place un système de tag, vous avez possibilité de taguer pour dire en gros les sujets que vous abordez sur vos streams. Ça ils vont le pousser vachement plus, c'est ce qu'ils disent, ils ont l'air de dire que ça fonctionnait plutôt bien, donc ils vont le pousser davantage, mais surtout voilà, beaucoup plus de mécanismes de découvrabilité. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, et ça change vraiment par rapport à la philosophie de Twitch qui était vraiment de dire nous c'est pas notre but c'est vraiment de faire quelque chose de proximité pour que en gros les communautés qui arrivent de par ailleurs puissent se retrouver de façon un peu plus intime dans le cadre de Twitch. Voilà grosso modo. Donc ce qu'il faut retenir très très succinctement, c'est que beaucoup plus de
un gros travail sur la partie monétisation. Ils vont essayer d'aider un peu plus les créateurs de contenu à, à vivre un peu mieux, on va dire, de leur stream. Et donc beaucoup de mécanismes qui vont apparaître, notamment sur la version mobile, pour pouvoir générer un petit peu plus de revenus, parce qu'aujourd'hui Twitch c'est quand même compliqué d'en vivre pour celles et ceux qui essaieraient. Et voilà, globalement beaucoup d'outils qui vont améliorer l'expérience, comme Guest Star, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous partage ça rapidement dans le chat. Alors attendez que je me trompe pas, où est la fenêtre? Ici. Voilà, et comme ça vous pourrez aller voir de façon un peu plus précise. Il y a une version française, donc c'est très cool. Et on va enchaîner du coup sur le sujet suivant, sujet no code, low code. Enfin, sauf si tu avais quelque chose à dire, Benoît, de plus là-dessus. Je sais pas si tu avais quelque chose en particulier en tête. Non, pas particulièrement. Je pense que c'est une bonne fonctionnalité là qu'ils ont rajouté avec Guest Star qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Et je vois qu'ils essayent de mettre en avant encore plus les créateurs de contenu, donc c'est cool. Et de toute façon, Ouais. c'est la base de leur solution. Donc ils ont tout intérêt à essayer de faire en sorte d'améliorer l'expérience globale pour les créateurs de contenu. Donc très bonne chose ce qui est en train de se faire. Voilà, Guest Star, ok, petite question, on peut se mettre à combien de personnes maximum? Alors le maximum, je saurais pas te dire. Je vais regarder en même temps sur la fenêtre que j'ai, parce en fait c'est un système de slots, donc tu peux mettre X invités jusqu'à 5 invités, donc tu vois on peut être 6. Après la difficulté, tu vois, c'est que ça, en gros, ce qui se passe, donc il faut imaginer Guest Star, nous vous voyez pas, mais on va dire que nous en arrière-plan, on voit un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez une espèce de room virtuel en quelque sorte, et dedans vous pouvez inviter des gens, vous avez les fenêtres qui apparaissent, et ensuite vous pouvez récupérer un espèce de lien, et ce lien vous le mettez dans votre logiciel de stream, et ça va permettre comme ça en fait de récupérer le flux vidéo et de le faire passer sur votre logiciel de stream. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc effectivement 5 invités. Après la difficulté c'est que quand tu as 5 flux vidéo, il faut quand même que tu aies une connexion qui tienne bien la route, quoi. C'est ça c'est ça plutôt, je pense, la limite que tu vas avoir. Moi, la seule chose qui me dérange un peu dans Guest Star, pour moi la killer feature qui manque à aujourd'hui et qui fait que y a des moments où je suis un peu limité, c'est le fait qu'on ne peut pas récupérer l'écran. Tu peux pas partager ton écran, toi, en fait. Tu vois, nous on le fait en fait, des fois on partage ton écran, mais en fait c'est un faux partage, c'est-à-dire que c'est toi qui as de ton côté un logiciel de streaming et donc tu fais ça via ta caméra, mais il y a que ta caméra en flux vidéo. Or, moi, ce que j'aimerais, ce serait, et c'est tout à fait possible parce que j'utilisais par ailleurs d'autres logiciels qui me permettaient de faire ça et qui étaient capables de le faire, c'est d'avoir un flux, on va dire, pour ta caméra et un flux pour ton écran, et comme ça, moi, je peux contrôler quand tu as besoin de partager l'écran ou autre. Et ça, c'est très contraignant parce que tout le monde n'a pas, comme toi, tu vois, sur ton ordinateur OBS d'installer pour pouvoir partager ton écran et autres. Donc, ça, c'est pour moi la seule feature qui manque. Après, à côté de ça, je trouve qu'en termes d'expérience, c'est vraiment très cool ce qu'ils ont fait, quoi. D'ailleurs, tu as prévu le coup et tu peux peut-être reparler de l'interview qu'on a prévue la semaine prochaine. Vraiment, je sens que tu as upscale au niveau de tes compétences de stream, là, on est au top. Effectivement, magnifique transition pour vous rappeler que la semaine prochaine, du coup, donc c'est mardi 31, si je me trompe pas, et ça sera à 18h, donc je vous partage rapidement l'écran. On accueille du coup en interview une partie de l'équipe Design System de Decathlon, donc ça va être méga intéressant. Laurent et Simon qui vont venir nous rejoindre, et donc le matin il y aura la matinale, il y aura la matinale comme d'habitude à 8h30, et puis donc à 18h on se retrouvera une nouvelle fois, on se verra 2 fois ce jour-là pour parler du coup de design system. Ça va être méga intéressant. Sachez qu'on parlera aussi bien de design system d'un point de vue développeur que d'un point de vue designer. C'est vraiment, on va couvrir les deux. Donc voilà, et d'avoir une équipe, voilà, le design system de Decathlon, c'est très solide. C'est un design system qui s'appelle Vitamine, qu'ils ont fait très complet. Donc voilà, franchement, c'est une belle opportunité pour celles et ceux qui voudraient savoir un peu comment ça fonctionne, voilà, dans le cadre d'une entreprise ou autre. Vous allez voir, on se voit 2 fois, il y a marqué mardi 31. Ah oui, autant pour moi. Ouais, tu t'es planté. Tu as raison, c'est mercredi le stream, je dis des bêtises, tu as raison. Mardi, effectivement, 18h, et mercredi, bon, on se verra 2 fois, on va dire, à quelques heures près. Il y aura une nuit qui nous séparera, JP. Tu pourras patienter avant de voir, t'inquiète pas.
Voilà, donc en gros... Tu peux peut-être partager le lien, Ouais, Anto, peut-être du du design tweet, system, vu que le design system est complètement ouvert, celui carrément, de Decathlon. carrément. Alors, c'est Donc si vous voulez jeter Vitamine. un œil avant de venir à l'interview, il Yes, est vraiment super chouette. je partage ça sans problème. Donc c'est ça, decathlon.design. Hop, je mets ça dans le chat. Hello Damarwen, coucou. Très content de t'accueillir ce matin. Voilà. Donc pour celles et ceux peut-être qui connaissent pas du tout les sujets de design system, je peux aussi rapidement introduire l'idée sans aller trop en profondeur. L'idée d'un design system en fait, c'est que vous allez construire une espèce de bibliothèque de petits composants, en fait que vous allez pouvoir utiliser après de par ailleurs. Donc ça va être une librairie en termes design, une librairie en termes développement. Donc vous avez vraiment les deux qui vont cohabiter ensemble et qui vont évoluer ensemble, plus une documentation sur comment utiliser, quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser ces composants-là. Et donc après, voilà, vous voyez, ça c'est la documentation justement de Decathlon. C'est quelque chose d'ouvert, hein, c'est pas du tout quelque chose qui est censé être fermé ou secret ou autre, puisque de toute façon, ces composants-là, vous allez les retrouver après sur des sites, sur des applications mobiles ou autres. Et donc c'est un travail qui est assez costaud à faire, qui nécessite vraiment, voilà, ça demande de l'engagement de la part de, ben voilà, si jamais vous êtes dans un groupe ou autre, il faut vraiment avoir l'aval de la direction, parce que généralement c'est carrément des équipes entières en fait qui se montent autour de ça, c'est-à-dire qu'on va dépêcher des développeurs et des designers qui à 100% de leur temps vont faire évoluer ces petites galeries de composants. Donc si j'en prends un au hasard, voilà, par exemple les formes, donc les selects. Voilà, vous voyez que voilà, si par exemple quelqu'un, un designer ou un développeur slash développeuse souhaite utiliser un input, ben, il peut l'utiliser ici. Il a déjà tout le code qui est préfet en fait et prêt à être utilisé avec un certain nombre de variations, etc. Et qui respectera en fait toute la charte et tout ce qui a été défini en fait par l'équipe design system. Et pourquoi est-ce que les gens ont fait ça? Tout simplement parce que ça permet en fait d'être beaucoup plus consistant, ça permet en fait de conserver une certaine logique et homogénéité, on va dire, entre vos différents applications. voilà, vos différentes applications, vos différents produits, etc. Et ça permet d'être beaucoup plus réactif. En fait, vous n'allez plus vous concentrer sur est-ce que mon texte va être un poil plus grand, un poil plus petit. Non, tout ça, ça a déjà été fait. Vous allez prendre des composants, les composer les uns avec les autres, exactement comme vous le feriez par exemple avec des Lego. Tout le monde a les mêmes briques de base de Lego, pourtant vous pouvez faire quelque chose de très différent de votre voisin ou votre voisine. Ou bien souvent, ce qui est pris comme exemple, ça va être la musique. Tout le monde a les mêmes notes de base, mais pour autant vous pouvez composer de façon assez créative. Et donc vous allez vraiment vous concentrer plus sur le parti parcours et ce qui fait vraiment l'essence même de votre application pour qu'elle soit en fait efficace, quoi. Voilà. Donc ça c'est un super sujet. On est très Ça content. touche à la fois la partie design et la partie Les deux. développeur, quoi. C'est ça touche les deux. L'idée, c'est de créer les composants et de ne pas avoir à les recréer systématiquement pour toutes les applications. Donc, c'est un vrai accélérateur aussi sur la phase de conception, de développement des applicatifs. C'est ça. Et là où ça va être intéressant, tu vois, c'est que, comme tu le dis, donc c'est dev et design. Et souvent, en fait, la question qui est posée, c'est comment faire le pont entre les deux, comment faire en sorte d'industrialiser et d'automatiser le fait d'être, comment dirais-je, quand il y a une modification côté design, comment je la répercute sur mon dev. Et c'est en ça que ça va être hyper intéressant de venir mardi 31, 18h, pour pouvoir demander et voir surtout comment est-ce que Decathlon a fait, puisque eux, c'est quand même ils agissent à grande échelle. Il y a beaucoup de développeurs et designers en leur sein. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont géré ça, quoi. Voilà, parenthèse fermée les amis. Je sais pas si tu avais d'autres trucs à dire Benoît, mais sinon on va pouvoir enchaîner sur le sujet. Non, l'événement a été créé sur LinkedIn, si tu veux peut-être partager pour ceux qui vont avoir le rappel. Ouais. Il y a déjà pas mal de personnes inscrites. C'est ça. Si quelqu'un peut-être dans le chat a le lien, n'hésitez pas à partager le lien de l'événement LinkedIn, ça peut être cool, ou du tweet, comme ça au moins vous aurez toutes les infos, quoi. Parfait. On enchaîne du coup. Coucou Nico, il y a Nico qui est ici. Comment ça va Nico? Très content de t'accueillir ce matin. On enchaîne du coup avec un sujet un petit peu, allez, on va dire sujet à controverse, sujet à discussion, puisqu'il s'agit du low-code et du no-code. Alors je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu aficionados de la discipline, et la bonne nouvelle c'est que mes notes n'ont pas disparu cette fois-ci, donc c'est fabuleux. Je lis rapidement le pitch, on va dire un petit peu, et on va réagir avec Benoît au fur et à mesure de l'article. Donc le titre, c'est un article de Siècle Digital qui dit Low Code No Code, la solution face à la pénurie de développeurs, qui est vraiment la question qu'on me pose. Hello Olivier, très content de te voir ici, merci beaucoup pour le follow. Installe-toi tranquillement. Alors du coup, l'article commence comme ça. Actuellement, il manque plus de 40 millions de développeurs dans le monde. Ils seront 85,2 millions en 2030.
Depuis des années, le monde entier manque cruellement de développeurs. En 2020, le déficit était le même de 40 millions, alors que l'ensemble de la société se numérise de plus en plus et que le code devient essentiel. Face à cette vague, une autre vague se lève, celle du low-code et du no-code. Les outils no-code permettent de créer des sites web et des applications sans savoir coder. Alors, je mets ça entre guillemets, vous verrez que c'est un petit peu plus délicat, plus dans le détail que ça. Quand le low-code, lui, demande l'intervention d'un développeur pour une partie de la création. Donc, il faut voir no-code, vraiment aucune nécessité de coder. Low-code, un petit peu moins, on va dire. Il y a quand même un peu de logique, mais pas nécessité à 100%. Le marché est lui-même en croissance, avec une valorisation à 28 milliards de dollars en 2003. Son importance est telle qu'une question se pose: est-ce que le no-code et le low-code seraient la solution face à la pénurie de développeurs? Du coup, pour y répondre, ils ont fait « Merci beaucoup pour le follow, hello, merci beaucoup Alan, très content de t'accueillir. » Donc du coup, et qui parle de Messi, donc là je sais pas si c'est vraiment en rapport avec ce dont on parle. Donc s'il y a des modérateurs dans la salle, n'hésitez pas à vérifier. Alors du coup, ce qui est également souligné, enfin la façon dont a été traité cet article est assez intéressante. Ils sont allés s'entretenir avec Francis Lelon, qui est cofondateur de Sarenza et de Allegria. Donc Allegria, c'est une société en fait qui est spécialisée dans le no-code. Un profil très intéressant, je le connaissais pas du tout, mais vraiment très intéressant. Ensuite, Olivier Picciotto est CEO de Convertigo, et puis qui est une plateforme low-code, no-code, et Alexandre Dessouter, du coup directeur des relations publiques de HelloSafe. Et donc chacun un peu réagit là-dessus. Le dossier est hyper intéressant. Donc d'abord, ce qui est dit, c'est que créer des sites web et applications sans savoir coder répond en grande partie au problème de manque de développeurs. Le no-code ne nécessite aucune notion de codage. Ces outils sont destinés aux utilisateurs ayant peu ou pas d'expérience en développement. Le low-code requiert toutefois quelques connaissances. Des applications créées grâce à des outils low-code, bon, ils disent que ça fait c'est à 30 ou 20 ou 30% du processus de création. Bon, ça c'est des estimations. Ici, tu as un exemple qui est assez connu finalement, qui est apparu récemment, donc le cas de la SNCF qui a fait du appel au low-code et au no-code pour pouvoir créer certaines de ces solutions. Donc ils ont utilisé Power Apps de Microsoft pour créer une quinzaine d'applications en low-code, notamment un système de réservation de voitures pour un centre technique et une application de traduction de langue. Est-ce que toi déjà, Benoît, tu as déjà testé des outils no-code ou low-code, toi qui es, je le rappelle, plutôt un profil dev? Ouais, j'ai utilisé récemment Retool. Ouais. Retool. Donc tu peux le partager, c'est un super outil low-code. Ok. Pour le coup, qui permet de développer des solutions, des applications assez simplement. Ok. Assez simplement. Il faut quand même avoir sur la partie low-code un peu des bases quand même en termes de développement, et c'est pas accessible, je dirais, à tout le monde, contrairement plus à la partie no-code. Mais très bon outil que j'ai utilisé pour essayer de faire un calculateur de projet de notre côté, parce que voilà, on a une activité d'agence web, donc on chiffre très régulièrement des projets. Et donc j'essaie de construire un calculateur avec cet outil-là. Moi, je pense que ces outils-là, en fait, ils sont en train de remplacer petit à petit toute la suite Office qui existe depuis 20 ans et qui s'est développée dans plein d'entreprises, Excel, PowerPoint, Word, et puis avec ces outils-là, on est en train de remplacer un peu tout ça. Ok. Avant juste peut-être d'approfondir un petit peu plus sur le dossier, je voulais rapidement, je vois qu'il y a beaucoup que ça commence à avoir des réactions. Vous inquiétez pas, je prendrai vos commentaires juste après, on y réagira. Je voulais juste revenir du coup pour être assez complet et que tout le monde soit sur la même type d'information. L'article parle également, on va dire, des avantages et des inconvénients. Donc avantages, effectivement, plus facile à mettre en place, plus rapide, peut-être moins coûteux, pas nécessité de développer. Inconvénients et les limites, donc ça il l'indique de façon assez claire. Quant aux limites de ces technologies, elles sont multiples. Il faut noter la dépendance à la plateforme créatrice, forcément, et par conséquent sa tarification. Une entreprise qui crée une application va utiliser des outils no-code, puis selon le volume d'interaction, paye un abonnement. Mais si la plateforme qui détient ces outils, qui héberge l'application, décide de hausser les prix, l'entreprise se retrouve piégée sans solution de portabilité. Donc il faut bien comprendre que si jamais, en gros, vous êtes plus ou moins marié, on va dire, il y a quand même des ponts qui vont se faire, mais si jamais vous êtes à 100% sur une plateforme et qu'il n'y a pas nécessité de transvaser vos données ou ce genre de choses, ça peut être très problématique parce que ça veut dire que concrètement, vous allez devoir subir les hausses de prix potentielles.
Cet inconvénient en amène un autre, la dépendance aux outils. Lorsque des modifications sont apportées aux fonctionnalités ou encore à la langue, c'est tout le projet de l'utilisateur qui est bouleversé. Donc même sans parler de prix, si demain vous mettez en place un système et puis qu'il y a une migration un peu importante du côté de votre outil no-code ou low-code, potentiellement, si la philosophie évolue et que la façon de faire évolue, vous allez devoir vous adapter et donc nécessairement retravailler un petit peu ce que vous avez mis en place. Il faut aussi noter que le propriétaire enfin n'est pas que l'utilisateur n'est pas propriétaire du code, donc il y a cette notion aussi de propriété problématique pour les petites entreprises et les mêmes qui ne peuvent pas forcément faire appel à un développeur à cause des coûts. Cependant, sur cette problématique-là, Olivier Picciotto et Convertigo auraient trouvé selon eux la solution, l'open source. Un logiciel open source est publié sous une licence dans laquelle le titulaire a un droit d'auteur et accorde aux utilisateurs le droit d'utiliser et de distribuer le logiciel et son code source. Voilà, donc ça fait partie un peu, c'est un peu on va dire les limites sur lesquelles qui ont été mis en avant sur l'article. Je lis rapidement vos commentaires, on peut peut-être réagir dessus, Benoît. Donc Nico qui met, pour moi le low-code, no-code, c'est un outil comme un autre. En fait, les problématiques que ces outils permettent de résoudre, si c'est ton marché principal en tant que dev, c'est que tu n'as pas step up et que tu n'as pas assez réfléchi à ta valeur ajoutée en tant que dev. T'es d'accord avec ça, Benoît ? En fait, ça s'est vachement développé, comme tu l'as dit, là dans l'article, on est sur un marché à 20 milliards de dollars et qui est en croissance continue. Hein. Tu vois la courbe là sur ton article de 30 à 40%. Et je regardais un petit peu hier, j'ai vu qu'il y a 750 outils no-code, low-code qui ont été développés et qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc c'est assez énorme. Et le truc, donc pourquoi ça se développe bien, c'est que là, on estime à peu près que dans les 5-6 prochaines années, on prévoit un développement nécessaire de 500 millions d'applications qui seront développées dans le monde. Donc, c'est énorme. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de développeurs, tout simplement. Ouais. Donc, il n'y a pas assez de développeurs pour faire tout ça. Et sur les 10 dernières années, le nombre de développements d'applications, ça n'a pas été multiplié par 2 ou par 4, ça a été multiplié par 100. Donc, c'est assez énorme. Et comme c'est dit dans l'article, il y a 0,3% des personnes dans le monde qui savent développer, qui savent coder. Donc, c'est clairement pas suffisant par rapport aux moyens qu'on va devoir développer et aux besoins qu'il va y avoir en termes de digitalisation. Ouais. Il y a justement Olivier qui réagit par rapport à ça et qui dit, donc Olivier is here, il dit on aura besoin de codeurs pour développer, j'ai pas trop compris la fin, mais souvent on pourra développer des trucs génériques facilement. Quand tu regardes la plateforme de Decathlon, on s'y rapproche. Quand tu utilises une solution Microsoft, est-ce que tu es libre de partir avec ton code ou de le mettre où tu veux? Ça, c'est une question intéressante. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai testé quelques solutions Microsoft, mais je suis pas suffisamment spécialiste sur le sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas forcément être lié, quelle que soit la solution, à l'éditeur en fait, qui va te procurer cette solution-là, quoi. Et donc, il conclut en disant il y a des plateformes ouvertes de low-code, j'imagine, basées sur du Node.js ouverte. Oui, c'est ce qui est dit dans l'article, Olivier. C'est ce qui est dit dans l'article, c'est-à-dire que grosso modo, alors. Après, à voir, parce que moi, j'ai l'impression quand même que le marché est assez envahi de personnes qui vont derrière te proposer un pricing, mais il y a effectivement de l'open source qui existe visiblement. Il y a notamment un que tu avais déjà partagé, je pense, sur la chaîne Anto, N8N, qui permet d'automatiser tout un tas de choses. Alors, qui est plus low-code pour le coup que no-code, parce que on l'a testé. Exactement. D'ailleurs, Benoît et moi-même, on l'a testé, et il y a quand même une espèce de logique. Je vais pas y arriver. Il y a quand même une espèce de logique derrière de développeur. Il y a un côté algorithmique, après avec un côté très visuel. Donc en fait, c'est un système de petites boîtes en quelque sorte que vous allez pouvoir venir plugger les unes aux autres. Donc il y a certaines choses qui se font très bien et très facilement. Il y en a d'autres qui sont plus complexes. À noter également que l'inconvénient, si jamais vous cherchez quelque chose et que vous n'êtes pas trop technique, peut-être ne pas se diriger de suite sur ça, parce que le problème d'N8N, c'est qu'il faut quand même l'héberger, donc il y a quand même derrière tout un tas de choses à faire. Exactement. Mais il n'y en a pas tant que ça en open source. La plupart sont en mode SaaS, et il faut voir que ces solutions-là, c'est un peu les enfants du développement du cloud et des API en soi. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de solutions. Et juste pour revenir là sur les 0,3% de développeurs, dans l'article, il était noté que
aujourd'hui dans le monde, 85% des gens savent lire, écrire et compter. Ouais, Et si on fait un parallèle, au Moyen Âge, ce chiffre de 0,3 c'était le nombre de personnes qui savaient lire, écrire et compter. Donc d'accord. en gros, l'idée, c'est de dire on est un peu au Moyen Âge de l'informatique et on n'a pas suffisamment de monde pour arriver à développer toutes les applications et à digitaliser tout ce qu'on a envie de digitaliser. Ouais. Donc il va falloir que des gens, apprennent aussi à utiliser ces solutions-là et les développeurs, pour moi, vont venir et se concentrer sur les choses où ils ont une vraie valeur ajoutée. Et puis on construira les choses un peu plus simples, hein, qui sont communes sur les différentes applications avec ce type d'outils, quoi. Mhm. Olivier qui dit j'utilise Zoho et son langage Deluge propriétaire, ça ressemble à du JavaScript simplifié, mais je Mm. sais que mes clients ne pourront pas s'en sortir tout simplement. Mais les liens entre les applications de fait ne peuvent pas. Alors j'ai pas bien compris la fin, ne peut pas les faire partir de la solution. Ok. Ensuite, on avait une réaction aussi de Mokuji, coucou à toi. Dans le web, les builders visuels sous WordPress permettent également, avec une formation courte à toute personne non dev, de créer des sites évolués. Pour moi, c'est déjà du low-code, voire du no-code. Alors, sur cette typologie sur ce type d'outils, oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut se dire que déjà, de base, WordPress en lui-même, hein, sans même parler de tout le reste, on peut peut-être associer ça à du no-code dans la mesure où aujourd'hui c'est surtout qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui vont te permettre d'héberger de façon, d'héberger ton WordPress moyennant évidemment un paiement, hein, mais d'héberger en fait un WordPress assez facilement, et donc du coup tu as juste à cliquer on va dire sur quelques trucs pour pouvoir installer un site. Après, avec l'inconvénient pour en avoir développé un bon paquet quand même de sites en WordPress fut un temps, la problématique c'est que souvent les gens vont utiliser beaucoup de ce que tu appelles les builders, donc ils vont être des constructeurs de pages en fait. Tu vas en fait juste avoir à drag and drop des choses. Ça Mm. pose quand même des gros soucis de performance. Moi je le dis de façon très sincère, j'ai pas forcément de prise de parti, mais souvent j'ai eu récupéré des sites qui ont été construits avec des Divi par exemple ou ce genre de choses, Mm. qui sont ce qu'on appelle donc des visual builders, qui sont des, Mm. en gros vous utilisez WordPress, vous prenez un plugin qui a un petit bout de code et ça va vous donner accès en fait à une librairie de composants que vous utilisez de façon très simple. Le problème c'est que ce qui est généré derrière, d'abord il faut être sûr que ce soit du code propre, et deuxièmement ça vous fait ramer votre truc au bout d'un certain temps d'utilisation. Donc voilà, il y a des utilisations optimisées, mais moi je serais plus modéré sur ça. Je sais pas après toi Mm. Benoît ton idée Non, je là-dessus. suis d'accord. De toute manière, c'est des outils qui sont faits pour être génériques et utilisés par un grand nombre. Donc, quand on veut être générique, en général, on va embarquer beaucoup de code qui va être inutile. Donc, je pense que c'est des très bonnes solutions qui se développent. Il y a pas mal de choses qu'il faut utiliser parce que des fois, ça sert à rien de développer quelque chose from scratch alors qu'on peut utiliser ce type d'outils. C'est très bien aussi pour faire des MVP, bon, pour aller rapidement à l'essentiel Mhm. et tester des outils sur le marché sans avoir à dépenser des milliers des cents sur du développement Mhm. informatique. Donc sur ça, c'est top. Pour l'instant, ça remplace pas des applications complexes Mhm. sur lesquelles il va falloir ben, un développeur, hein, pour développer la solution en entier, quoi. Ouais. Alors Olivier, je réagirai juste après sur ce que tu as dit, mais juste pour terminer sur Mokuji qui met, oui je suis d'accord, mais justement les builders sont en train d'évoluer pour avancer sur les mêmes performances maintenant que leur business est établi. Alors, à voir, hein, à voir. Clairement, moi, ce que j'ai vu pour en avoir vu au début et après de façon un peu plus évoluée, les builders, en tout cas pour ce qui concerne WordPress, tu as raison, effectivement, se sont améliorés sur la partie markup, c'est-à-dire sur le code qui va être généré. En revanche, moi, si j'avais un proche ou une proche qui me poserait une question, voilà, j'ai besoin de construire un site, mais j'ai pas d'argent, par exemple, je veux construire quelque chose de base, moi, je recommanderais plus. Mais c'est un avis qui m'est très personnel. Je te recommanderais plus de partir carrément sur une solution assumée low-code et no-code, type un Wix, du Webflow, et encore que Webflow c'est un petit peu plus... voilà, mais tu peux t'en sortir. Moi je partirais plus sur une solution entièrement assumée là-dessus, et ensuite une fois que ton business grandit, que tu as un budget pour faire appel à des développeurs et avoir quelque chose de plus complet, ben là à ce moment-là tu le fais.
que de partir sur un WordPress avec un plugin builder. Parce que honnêtement, WordPress c'est un super outil, mais le problème c'est la façon dont tu l'utilises. Et je sais qu'on a souvent ce débat, notamment avec Benoît ou autre, on en discute. C'est que en fait, le problème de WordPress, c'est qu'il est marketé pour s'adresser en fait à un peu tout le monde et quand tu fais ça, t'as forcément des utilisations qui sont mauvaises parce que t'as des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui font ça parce que ils n'ont pas le choix. Donc moi je partirais plus sur une solution entièrement dédiée à ça, entièrement dédiée justement aux porteurs de projets qui n'ont pas de budget, qui commencent au début et qui forcément ont des besoins mais ont pas ni les connaissances techniques ou autre. Je partirais plus sur un truc assumé type Webflow ou autre, ou Wix qui peut être très bien, je pense, j'ai pas testé mais ça m'a l'air très bien, que de faire cette espèce d'entre-deux, on va dire, de choisir WordPress avec par-dessus un plug. Mais voilà, c'est mon avis, on peut en débattre, voilà, tant que c'est constructif, y a aucun problème. Je sais pas Non, toi mais si t'as déjà testé, Benoît, d'autres solutions de ce type ou pas. Ouais, un petit peu, tout comme dit Margot, hein, tout dépend des besoins et des objectifs qu'on a. Donc on va s'orienter en fonction des objectifs. Il y a effectivement Notion et on prépare quelque chose sur Notion, Ouais. n'est-ce pas, Anto? Ouais, On on le va dit pas pas, trop, on va mais- pas leaker le truc, Mais, mais Notion, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se prépare. Yes, mais ouais, après, il y a un autre truc qui est important, c'est que euh, développer, ça devient complexe aussi, hein, la productivité des développeurs a baissé sur les 5 dernières années. Donc, c'est une première. Et ça, c'est en partie dû à la multiplicité des écrans, à la multiplicité des devices sur lesquels on doit développer, et puis la complexité des applications sur lesquelles on doit développer. Donc, c'est quelque chose d'important. Et ces outils-là permettent aussi d'accélérer certains processus. Donc c'est bien qu'il y ait des outils comme ça, mais il faut savoir s'en servir au bon moment et il faut savoir aussi switcher quand il faut Bien vers sûr. une solution pure code. Bien sûr. Olivier qui avait mis un petit peu plus tôt, il avait parlé d'une solution que je ne connaissais pas du tout. Il dit le grand-père du no-code, c'était le fameux Yahoo Pipe qui ressemble à du N8N. Alors je suis allé regarder ça du coup et au niveau interface c'est rétro, ouais, c'est très rétro. Je ne connaissais pas du tout ça, mais merci en tout cas de ce partage. Mais effectivement, de toute façon c'est ce système de boîtes et de voilà un peu ce qu'on appelle un système nodal, c'est-à-dire que tu as des boîtes que tu vas lier les unes aux autres et qui vont te permettre d'enchaîner comme ça des actions ou de la logique quoi. Je regarde encore les commentaires du coup. Tac tac, qu'est-ce qu'on avait? Olivier qui dit en tout cas, mon expérience de web dev me sert beaucoup pour comprendre comment fonctionne le code de Luge dans Zoho. Et ça, c'est bon. Alors, de toute façon, moi je globaliserai même encore plus ta remarque en disant que le low code ou le no code, c'est ni plus ni moins qu'une façon de mettre une interface en fait sur quelque chose qui existe déjà. Souvent, moi je cite l'exemple de Webflow. Je me souviens que quand Webflow est apparu, tu avais tous les designers qui étaient là en mode c'est la révolution, etc. J'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait Webflow. Ce que vous faites les gars, c'est ni plus ni moins que du CSS hein. En fait c'est juste qu'ils vous ont mis des petites boîtes et dedans ils ont marqué margin top et padding bottom même, et c'est du code en fait, c'est juste qu'il y a une interface, donc en soi je vois pas trop la révolution. Je pense que je pense que je ne connais pas encore suffisamment l'outil peut-être pour percevoir les bienfaits de cette solution, mais pour ce qui est de ce côté où tu as la main en fait sur mettre des marges, mettre des paddings, c'est quelque chose qui existe déjà en code et c'est juste qu'ils ont fait une interface, point quoi. Donc voilà, moi pour ta remarque Olivier, clairement, je pense qu'effectivement ton approche de codeur, ta logique, etc., t'apporteront forcément un plus non négligeable quand tu utilises ce type d'outil. Yes, je réponds juste à Nico Vas-y. qui dit on pourrait développer cette histoire de productivité des devs qui baisse. Donc quand je dis ça, c'est par rapport vraiment à la multiplicité des écrans et à la difficulté quand on fait aujourd'hui un site, une application mobile, d'arriver à faire fonctionner comme il faut ton outil sur toutes les plateformes. Et tout à l'heure, Anto, au tout début de la matinale, il parlait justement des fonctionnalités de Twitch. Et je ne sais pas si tu as fait gaffe, Anto, à un moment donné, il y avait marqué qu'ils essayaient de développer, d'améliorer leur solution sur, je ne sais plus, sur Mozilla, sur Firefox, sur les différentes, sur Edge, sur Safari. Et c'est à ce niveau-là qu'on perd en productivité. Nous, par exemple, voilà, sur l'agence, on développe une application mobile en ce moment. On a développé, on a sorti une version de test ce lundi. Et depuis lundi, on a itéré et corrigé des bugs sur les différentes plateformes, sur iOS, sur Android.
qui sont inhérents aux différents téléphones sur lesquels on teste. Donc c'est cette multiplicité des devices et cette multiplicité des navigateurs sur lesquels on doit jouer nos applications et nos sites qui fait qu'on perd en productivité au final. Tout à fait. Tout à fait. Et pour compléter ça aussi, si effectivement, Nico, la partie pénurie t'interpelle, il y avait. De toute façon, je t'enverrai si tu veux. Je vais envoyer le lien du dossier parce que c'est vrai que c'est compliqué de couvrir tout le dossier, mais cet article de Siècle Digital, je l'ai trouvé très pertinent. Et il y a effectivement un passage où c'est un peu ce qui est dit, c'est-à-dire que. Donc, je vais lire ça rapidement. Ils disent: nous n'allons pas développer en no-code des logiciels qui doivent passer des ordres de bourse au milliardième de seconde. Le code sera toujours plus performant, mais alors ça c'est dit par le créateur de Sarenza, mais aujourd'hui un maker no-code peut couvrir 80% du périmètre de ce que savent faire les codeurs. Bon, moi je suis plus mitigé sur ça, mais je trouve que effectivement je comprends l'idée de dire en tout cas que ça peut compenser un certain nombre de besoins. Et du coup, ils disent: ce constat pose une nouvelle problématique. Le no-code et dans une moindre mesure le low-code serait-elle en train de prendre le travail des développeurs? Bon, ça je pense que c'est un peu antinomique, vu que d'un côté on dit il n'y a pas assez de développeurs, je vois pas pourquoi ils prendraient le boulot des devs. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose que je trouvais intéressante pour conclure là-dessus? Donc après c'est toujours pareil, ils disent effectivement que ce sera peut-être la solution pour lutter contre la pénurie. Donc voilà. Vaste sujet qui a fait beaucoup réagir à Sable Bleu, qui dit aussi de toute façon pour nos coder l'idéal c'est quand même d'avoir une approche de dev. Donc je suis d'accord. J'écoutais le mec là de Sarenza là, qui parle de no code. En fait il a ouvert une école de no code a priori à Paris, donc pour former tout un tas de personnes à faire du no code. Et il disait aussi que aux États-Unis, 50% des développeurs font du no-code et les outils low-code ne sont pas forcément accessibles aujourd'hui encore à tout le monde. Il faut un minimum de compréhension sur la partie dev pour pouvoir utiliser certains outils. Je citerai là juste avant de conclure l'exemple. On a un exemple d'ailleurs, c'était Mathieu. Hello Cyrbirus, très content de t'accueillir. C'était Mathieu qu'on connaît, qui est donc un dev, enfin un profil dev qu'on connaît Benoît et moi, et qui utilise souvent ça en fait pour faire des POC, donc des proof of concept, c'est-à-dire que quand ils ont une idée, avant de se lancer sur le développement où vraiment ça peut prendre vachement de temps, ils vont tester leur idée via des outils no-code ou low-code pour essayer d'éprouver, on va dire, le besoin et le workflow. Et une fois qu'effectivement l'outil est testé, enfin que le workflow est mis en place et que ça fonctionne bien, et bien pour le pérenniser un peu plus, ils vont passer sur une technologie dev plus native et plus performante et plus évolutive, quoi. Et ça, je trouve que c'est une bonne approche, c'est-à-dire de ne pas voir ça comme une concurrence, mais plus comme quelque chose de complémentaire et quelque chose qui va t'aider à tester un petit peu tester tous tes besoins et en évitant de te lancer sur des projets qui vont te prendre des mois et des mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Voilà. Bon, écoutez, vaste sujet, je pense qu'on pourra en parler beaucoup, mais je vois que le temps passe très très vite. Merci beaucoup, je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'abonnent. Merci Jomo, bienvenue à toi. Et on va du coup continuer rapidement sur un autre dossier que je vais vous lire, donc de l'éclaireur Fnac. Il s'agit je vois qu'il y a encore beaucoup de... Ah, c'est un Prime, pardon, je croyais que c'était encore un abonnement. Merci Nico qui claque son Prime. Merci beaucoup. Merci de soutenir la chaîne, c'est très sympa. Donc, un article de l'éclaireur Fnac qui parle effectivement d'une initiative. Donc, ça fait quelques matinales qu'on en parle. Twitter a coupé les API, ses API en fait, à destination des applications tierces. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se retrouvent un petit peu à la porte. Donc je voulais quand même déjà en introduction, j'ai eu un échange assez intéressant avec Laurent, d'ailleurs s'il est dans le chat je le salue, de chez Decathlon justement, qui me disait ouais mais TweetDeck fonctionne encore. Sachez que TweetDeck c'est géré par Twitter eux-mêmes, donc je pense que c'est un cas un petit peu à part. Je sais pas comment ils le gèreront d'ailleurs, mais en tout cas il y a d'autres logiciels tierces qui permettent d'utiliser les API de Twitter qui aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner. Et parmi ces exemples on a donc Tweetbot qui est une application qui existait depuis pas mal de temps
Et donc les développeurs, maintenant qui sont un peu mis à la porte, en fait, ils ont dit, qu'à cela ne tienne, on va du coup développer notre solution, mais pour Mastodon. Donc Mastodon qui est un peu le concurrent direct, qui se positionne en tant que tel, en tout cas, à Twitter. Alors je lis rapidement l'article et on réagit dessus, les amis. N'hésitez pas si vous avez des réactions à les mettre, je remonterai le fil pour en parler. Les développeurs du client Twitter Tweetbot ont annoncé la sortie en accès anticipé de leur nouvel outil externe, mais cette fois pour Mastodon, baptisé Ivory. Après une longue période de silence de la part de l'entreprise, nous avons appris que celle-ci avait purement et simplement changé ses conditions d'utilisation de l'API par laquelle passaient ses clients. Tapbot, l'entreprise derrière Tweetbot, a annoncé hier la sortie de son tout nouveau client iOS et iPadOS réservé au réseau social alternatif Mastodon. Baptisé Ivory, le logiciel est disponible en Early Access. Alors Early Access, ça veut dire qu'en gros vous avez la possibilité d'y accéder, mais avant que la sortie officielle ne se fasse. Donc sans l'intégralité des fonctionnalités et encore en développement. Donc c'est généralement un genre de bêta. D'une manière globale, les personnes qui utilisaient Tweetbot sur Twitter ne seront pas décontenancées car par ce client Mastodon, que ce soit son interface ou ses fonctionnalités, tout a été pensé pour une expérience similaire. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, la plateforme Mastodon a accueilli de très nombreux utilisateurs. Et alors ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Le site serait passé de 300 000 à 2,5 millions d'utilisateurs actifs. On parle bien, en à peine 2 mois et demi entre octobre et décembre dernier. Donc il y avait eu un buzz effectivement qui s'était installé autour de tout ça, du fait de Twitter et de tout ce qui se passait sur Twitter. Mais moi je trouve ça énorme, de 300 000 à 2,5 millions d'utilisateurs actifs. Et donc effectivement, toute cette migration qui se fait, donc c'est une histoire qui est vraiment rocambolesque, on en parle énormément, mais je trouve ça fabuleux en fait de voir que il est possible en fait que Mastodon arrive à s'imposer comme un acteur à part entière. Je sais pas, Benoît, toi si tu es utilisateur de Twitter de façon régulière, mais souvent quand il y a des espèces d'histoires comme ça, je sais qu'avec Figma, par exemple, Figma racheté par Adobe, il y avait eu ce type d'histoire où en gros il y avait une alternative, je vais retrouver le nom, je me souviens plus exactement de cet outil, qui était une alternative open source, mais en fait ça perdure durant la période de buzz si tu veux, tu vois. Et là j'ai l'impression que Mastodon vraiment ça a explosé du fait du buzz, mais que ça continue à perdurer parce que 2,5 millions d'utilisateurs actifs, pour moi ça fait partie des acteurs à part entière aujourd'hui. Ouais, c'est énorme, hein. Et je regardais, il y a une conférence qui avait lieu hier et avant-hier sur la Jamstack, donc une architecture de développement web qu'on utilise de notre côté. Et en fait, il y avait le profil de tous les speakers qui intervenaient dans cette conférence. Et ils avaient tous le logo Mastodon, en plus du logo Twitter pour aller les follow. Et c'est la première fois que je voyais ça. Donc ouais, ça se développe et pas mal dans la communauté tech, quoi. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est Twitter en interdisant les applications tierces, ils ont détruit pas mal d'entreprises qui sont obligées de réagir aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc l'entreprise, elle vivait sur ça depuis je sais pas combien de temps. Tweetbot, ça existe. Je l'utilise pas personnellement, mais je pense que c'est un outil qui existe depuis quelques années quand même. Voilà, s'ils réagissaient pas, ils faisaient pas un outil sur l'autre plateforme du moment, ils étaient morts. Ouais. Je regarde dans les commentaires. Merci beaucoup, Cyrbirus. C'est effectivement Penpot, l'outil, l'alternative, on va dire. Je crois que c'est open source de Figma, qui avait pas mal fait parler d'elle, on va dire, au moment du rachat de Figma par Adobe. C'est effectivement cet outil-là dont je parlais. Je regarde en même temps dans les commentaires. Il y a Olivier qui nous confirme ça. Il dit TweetDeck n'est plus développé, je trouve, je l'utilise. Et il n'y a pas les communautés, par exemple. Donc, selon toi, ça fonctionnerait, mais ça serait pas encore. Il n'y a plus de release ou qu'est-ce que tu as voulu dire exactement? Ou c'est pas développé dans le sens, le concept, voilà, il le laisse tel que et il le développe pas plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme réaction? Le problème de Mastodon pour le marketing, c'est la décentralisation, donc ça ne peut pas concurrencer Twitter sur ce point, dit Olivier. Alors la décentralisation, effectivement, donc le principe, c'est que contrairement à Twitter, vous allez l'utiliser et en fait c'est un endroit unique.
tout est hébergé par Twitter eux-mêmes et tout fonctionne comme ça. Dans le cas de Mastodon, c'est un petit peu différent, donc j'avoue que je suis pas non plus encore le plus grand spécialiste, mais en tout cas de ce que j'en ai lu dans pas mal d'articles, il y a une idée de décentralisation exactement comme tu as sur Discord par exemple. C'est-à-dire que sur Discord, qui est un outil de messagerie instantanée, te permet en fait de créer ton propre serveur, donc en fait ton propre endroit, ton petit cocon à toi dans lequel tu vas discuter avec des gens. C'est pas un endroit commun à tout le monde, contrairement à Twitter. Mastodon se rapproche effectivement plus de cette philosophie-là, visiblement. Donc moi, aujourd'hui, j'ai quand même des exemples en tête, notamment Discord, qui ont quand même réussi à fonctionner sur ce système-là. Ce côté, alors c'est peut-être pas décentralisé dans le sens tu héberges toi-même, parce que je crois que Mastodon, il faut héberger soi-même le serveur, mais par contre, c'est un côté décentralisé, c'est-à-dire que c'est des espaces vraiment séparés, et tu vois, visiblement, ça fonctionne, donc pourquoi pas, moi je dis. Discord n'est pas décentralisé, je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, tout est hébergé chez eux. Décentralisé dans le sens serveur physique, pour moi, je pense pas, mais en tout cas, c'est décentralisé dans le sens, je dirais, des espaces, enfin des serveurs différents, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions dans le chat? Je regarde. Mastodon. Est-ce que tu as un compte Mastodon, toi? Non, parce que quand j'ai voulu le créer, je crois que c'était encore en comment ça s'appelle, genre il fallait avoir des autorisations, enfin tu pouvais pas le créer comme ça, je crois qu'il fallait demander, mais plus ça va, et plus je me dis que je vais y aller au moins à titre de... Enfin, ma curiosité de développeur en tout cas me titille, et étant un utilisateur très actif de Twitter, voilà. Et dans le chat, il y en a d'autres qui... Est-ce qu'il y en a qui ont créé un compte sur Mastodon? Je vois qu'il y a Olivier qui en a un. Olivier, ouais, depuis 2017. Je sais pas si... il y en a d'autres qui l'utilisent, et si vous pouvez faire un retour d'expérience un peu sur ça. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Discord, c'est pas Microsoft, je sais pas. Là, vous me posez une colle, les amis. Discord, je ne sais pas. Propriétaire. Moi, je pensais que c'était un truc un peu indépendant, que Discord était géré par Discord, quoi, tout simplement. Alors, logiciel, oui, c'est ça, développé par la Discord Inc. Dernière version. Non, je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est propre à eux. Ah non, ils voulaient acheter, dit Best Auto. Hello à toi, merci de nous rejoindre. Ben voilà. Mais ils n'ont pas accepté, ouais, c'est ça. Parce qu'à une époque, de mémoire, Discord, c'était un peu compliqué au niveau financier, je crois. Et au niveau du modèle économique, ils voulaient un petit peu plus. Je dirais. Essayer de trouver des solutions, en tout cas, parce que financièrement, c'était tendu. Et donc, effectivement, ce que dit Best Auto, c'est qu'il y avait une notion de rachat par Microsoft qui avait été refusée. Ok, les amis, on va enchaîner parce que là on commence à arriver un petit peu sur la fin. Je sais pas si on va à 9h30. Est-ce qu'on attaque un nouvel article, Benoît? On s'en fait un dernier. Ouais, on s'en fait un dernier. Allez, parce que j'ai après deux petites ressources que je vais vous partager, mais plus en mode je vous les montre. On va s'en faire un dernier, du coup, un article de 01net. Donc je lis ça rapidement et puis on réagit tous ensemble. Alors 01net qui nous partage le fait que sur la thématique des pubs en ligne, le gouvernement américain qui est en train d'attaquer Google pour abus de position dominante. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, hein, je préfère vous le dire, c'est signalé dans l'article. Donc je vous lis ça rapidement, pareil, n'hésitez pas à réagir dans le chat et puis on reviendra sur vos commentaires. C'est le début d'une procédure qui pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le marché de la publicité en ligne. Le département de la justice attaque en effet la firme américaine. Une plainte qui vise à forcer Google à vendre sa suite d'outils publicitaires. Une grande bataille judiciaire s'annonce. D'après la presse américaine, le département de justice des États-Unis vient de lancer une procédure judiciaire à l'encontre de Google, leader incontesté de la publicité en ligne. Cette plainte initiée par l'administration Biden et à laquelle 8 États se sont associés vise à prouver que le géant américain a abusé de sa position dominante dans les technologies publicitaires pour éteindre toute compétition. L'objectif du département de la justice, en finir avec les pratiques jugées anticoncurrentielles, ce qui passe notamment par forcer Google à se séparer de sa suite de services publicitaires. C'est énorme, parce que s'ils faisaient un truc comme ça, qui est grosso modo ce qui leur apporte le plus, je crois, c'est marqué d'ailleurs il me semble, oui voilà c'est ça, ce qui serait un véritable tremblement de terre, étant donné que ces outils sont la source de la grande majorité des revenus de la firme. Ce n'est pas la première fois que le département de la justice s'attaque à Google. Déjà en 2020 sous l'administration Trump, Google avait été attaqué pour un abus de position dominante, cette fois sur le marché de la recherche sur Internet, une affaire qui n'a pas encore été portée devant les tribunaux.
Donc ça, c'est un sujet qui est assez chaud. Moi, je me rends pas compte si, est-ce que oui ou non, ça serait possible d'attaquer Google, parce qu'ils ont tellement une position qui est excessivement élevée, et voilà, ils écrasent à peu près tout le monde en termes d'enjeux économiques. Enfin, si Google devait se séparer de sa pub, il fermerait, quoi, ou il licencierait la moitié de son effectif. Je me rends pas compte. Ils vont pas le lâcher comme ça, c'est sûr. Non, Je vois Olivier qui parle d'Amazon aussi. Google, Meta et Amazon, ils trustent 80-90% du marché publicitaire sur rien qu'à eux, Ouais. sur le numérique. Donc c'est énorme. Et Google, comme tu dis, c'est une grosse partie de leurs revenus. Je crois que c'est plus de 80% de leurs revenus qui vient de la publicité. Donc, cette guerre, ils vont la prendre très sérieusement et ils vont pas lâcher leurs outils comme ça. Hein. Ouais, puis alors moi c'est vrai que bon, après on parle de 8 États, c'est pas rien, mais à l'échelle des États-Unis, je me rends pas compte en fait, est-ce que il y a une notion des États qui sont plus puissants que d'autres ou autres, et moi j'ai beaucoup de mal à y croire, parce que en fait c'est le principe même de leur économie, de toute façon tout ce qui de leur même business model, ouais, ils l'ont construit sur ça. Hein. Ils l'ont construit en développant Google, qui est le site le plus visité du monde. Donc une fois qu'ils ont toute l'audience avec leur site, ils le monétisent de cette manière-là. Olivier qui dit la partie publicitaire est de Google ou bien Alphabet. Alors, la partie sur les 80% que je disais, je sais pas, ouais, c'est possible que ce soit Alphabet avec toutes les autres suites, Google, YouTube, etc. Ouais. Il met également Google aurait abusé de sa position pour écraser la concurrence. Parlons un peu d'Amazon. Alors Amazon, on en parle très régulièrement et encore récemment, on a fait un article là-dessus. J'ai publié d'ailleurs sur allez, ça fera l'occasion d'en parler. Donc sur YouTube, on a mis en place un système de short. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez avoir des petites actus un peu rapides qu'on partage aussi sur notre page LinkedIn. Alors attendez, il faut que je partage. Voilà. Donc sur youtube.com, donc c'est @déclic notre compte, et effectivement j'ai fait un short là-dessus il n'y a pas très longtemps parce qu'on vient de commencer. C'était celui-ci où grosso modo je vous explique un peu le sujet justement qui se joue en ce moment. Amazon a prévu d'étendre en fait son programme Amazon Prime. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous vouliez acheter sur Amazon Prime, en mode Amazon Prime, c'est-à-dire livraison 24 heures gratuite, etc. Enfin, vous connaissez. C'était limité uniquement en fait à la plateforme Amazon, et en plus, il fallait que ce soit certains produits. Enfin, c'est pas tous les vendeurs sur Amazon qui pouvaient le faire. Là, grosso modo, ils annoncent en fait une ouverture de leur programme à tous les e-commerçants américains. Ça, c'est quelque chose qui a été acté, qui va être mis en place très prochainement. Ce qui veut dire que concrètement, alors pour le moment, on dit américain, mais si ça marche, évidemment, je pense qu'ils vont l'étendre à peu près à toute la planète, quoi, dans l'idée, en tout cas là où ils pourront techniquement le faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se positionner vraiment en tant que transporteur, et donc vous sur n'importe quel site e-commerce, vous allez avoir la possibilité d'acheter avec ce programme Prime. Donc de même, vous allez sur un site e-commerce, vous achetez un objet qui n'a rien à voir par ailleurs avec Amazon, vous pourrez vous le faire livrer via le programme Prime. Donc autant dire que là, effectivement, en matière de position dominante, oui, je te le confirme, Olivier, Amazon est en train de tout défoncer. Est-ce que ça va pas faire justement des dérives ou ce genre de choses? Ben voilà, ça fait partie un peu des questions qu'on peut se poser, quoi. Voilà, je suis désolé, c'était vraiment une parenthèse sur laquelle je voulais un peu accentuer, parce que moi j'ai trouvé ça dingue en fait, de me dire que n'importe qui dès demain pourrait faire ça. Ça pose notamment la question justement de tu sais, tout ce qui est data, parce qu'en gros ce qu'ils annonçaient dans les articles que j'ai lus, c'est que grosso modo il y aurait aussi de la remontée d'informations, c'est-à-dire que même si le e-commerçant n'a pas nécessairement envie de se faire de traquer le comportement des utilisateurs, le fait d'utiliser la solution d'Amazon Prime fait qu'il va y avoir une remontée de données directement chez Amazon. Donc là, je sais pas niveau RGPD et tout comment ça va se passer, mais je pense que ça va être assez drôle. Merci Tougras qui fait partie de la communauté. Merci Tougras.
Voilà, bon écoute, c'était à peu près tout ce que je voulais te dire. Je sais pas si toi tu avais d'autres réactions par rapport à tout ce qu'on a dit, si tu avais des Non, annonces particulières. c'est déjà pas mal, hein. Yes, ok. Alors avant de conclure un peu sur cette matinale les amis, deux outils que je voulais vous partager très rapidement. Le premier c'est celui-ci, je l'ai vu passer sur Twitter, ça s'appelle Codemo, c'est un truc qui peut être hyper intéressant pour vous, il vient d'être passé open source. Ça permet en fait si jamais vous voulez faire des petits tutos ou de la documentation sur du code, ça vous facilite un petit peu la façon dont c'est présenté, donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que la doc est synchronisée directement avec votre éditeur de code, enfin avec une interface qui est comme un éditeur de code. Je ne l'ai pas testé à titre perso, mais j'ai trouvé ça hyper pertinent et très cool. Donc je vous mets le lien directement, hop, dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir ce tweet. Et ensuite l'autre petite chose que je voulais vous partager, il y a eu j'ai vu ça passer ça ce matin, ça a été repartagé hier. Donc c'est Figma en fait qui a poussé on va dire un article sur des bonnes pratiques, des best practices, des bonnes façons de gérer en fait ces fichiers Figma et notamment donc voilà comment organiser des projets, comment organiser vos teams également. Donc voilà tout un tas de best practices sur l'organisation de fichiers et de team Figma. Je vous partage ça, vous pourrez aller lire un peu ce petit article, c'est hyper intéressant.